Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 février 2025. Aujourd'hui, comme tous les jours, je me suis levé à 4 h du matin. J'ai lu à peu près tout ce qui me passait sous la main sur MarketWatch, dans le Barron's, sur Business Insider, dans Zero Hedge, dans Chasse et Pêche, sur Zone Bourse, sur Investing.com, sur Investir.ch, sur X, sur Twitter, sur X et même sur le 20 minutes. J'ai même fait le tour de YouTube. J'ai été sur mon compte Facebook, LinkedIn. Je me suis même arrêté sur TikTok avec le hashtag Bourse Finance et je me suis rendu compte qu'il y avait rien à dire, qu'on se réchauffait les mêmes histoires encore et encore et qu'on attendait tout bêtement qu'un vrai truc se passe dans le monde merveilleux de la finance. Oui, alors bien sûr, on s'est fait secouer depuis que Trump est là, mais en même temps, là, on a l'impression qu'on a décroché un espèce de badge d'immunité, comme dans un jeu vidéo, et que plus rien peut nous arriver. On peut se faire tirer dessus, on peut se faire marcher dessus par un monstre de 30 mètres de haut, se faire shooter par un camion, survivre à un crash d'avion, et même se foutre des droits de douane et de la fin de la guerre en Ukraine. Ce matin, je vous partage mon introspection et c'est tout de suite. Alors quand on fait le boulot que je fais, chroniqueur financier ou youtubeur financier, il est important qu'il se passe des trucs. Des profit warnings, des crises de panique, des remises en doute d'une thématique ou d'une autre, comme l'arrivée de DeepSeek l'autre jour par exemple. C'est primordial que la tension soit à son compte, que la volatilité soit sous tension et que potentiellement il y ait une petite partie du monde merveilleux de l'investissement et de la finance qui doute. Le problème, c'est que là, depuis quelques jours, on est tombé dans une espèce de vortex spatio-temporel qui donne l'impression que rien ne se passe et que nous sommes dans un monde parallèle où on a de la peine à trouver les arguments pour monter, tout comme pour baisser. Alors oui, bien sûr, le S&P 500 est au plus haut de tous les temps et les indices européens n'ont jamais été aussi en forme. Enfin, sauf hier. Pourtant, il n'y a que très peu de nouvelles qui ont la capacité d'être un game changer aujourd'hui. Et si les gens sont plus ou moins convaincus que tout va très bien, Madame la Marquise, on a quand même le sentiment que l'on manque de carburant pour aller beaucoup plus haut. Les deux records qu'on a bâtis sur le S&P 500 hier et aujourd'hui sont des records tout petits. Donc on monte à coût de 0,2, 0,3%. C'est un record, d'accord, mais c'est tout petit. On a le sentiment qu'on manque un peu de carburant, mais en même temps, on ne trouve pas non plus de vraies raisons pour baisser. Alors là, ce matin, j'avais ce sentiment d'être un petit peu scotché au milieu de nulle part. Bien sûr, il se passe des choses à droite ou à gauche. Ça spécule sur Intel, on tire à vue sur Palantir depuis hier parce que le CEO a modifié les règles du pacte d'actionnaires pour s'autoriser à liquider une partie de ses actions et récupérer, 1,2 milliard en cash. Ça et le fait que le budget du Pentagone, qui est un gros client de Palantir, va subir une grosse cure d'amaigrissement. Bien sûr, il y a aussi des upgrades, des downgrades qui font leur petit effet, comme par exemple l'upgrade hier de Jeffrey sur STM, qui a fait monter le titre de près de 8%, ou encore les chiffres discutables et les prévisions merdiques de Bumble, l'application de rencontre qui faisait plonger le titre de 30% et qui faisait réaliser les traders que l'action était en baisse de 92% depuis l'IPO de février 2021, ou encore Etsy, qui se vautrait 10% pour avoir raté son trimestre du point de vue des analystes. Mais l'un dans l'autre, il n'y a rien qui fait vibrer le marché. Il faut être sur les bons titres, ou alors on s'emmerde comme un rat mort. La bourse n'intéresse plus personne. Enfin, pour l'instant, bien sûr, pour l'instant. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais pourtant, il se passe plein de trucs sur les droits de douane et ça devrait mettre l'ambiance. Et puis, il y a aussi l'Ukraine. Oui, c'est vrai, mais depuis le premier choc des droits de douane, il y a 2 semaines, et le revirement immédiat des accords de frontière avec le Canada et le Mexique, on a bien compris que c'était qu'un seul instrument de négociation diplomatique et qu'avant qu'une vague de droits de douane ait un réel impact sur l'économie américaine, il allait falloir attendre un bon moment et que ça n'était même pas certain que ça se produise un jour. Et puis alors, du côté de l'Ukraine, c'est surtout un challenge politique et géopolitique entre les Européens et les Américains. Trump veut retisser les liens avec la Russie et l'Europe veut continuer à se donner une légitimité dans le conflit, sans compter que ça leur permet de justifier leurs dépenses militaires comme jamais et de prendre des commissions au passage sans que personne ne dise rien parce que, tu comprends, la guerre est à nos portes. Les marchés sont donc dans une espèce de cocon qui ne nous permet ni de monter vraiment, parce que c'est quand même vachement haut et que les valorisations ne sont pas cadeaux, et ni vraiment de baisser non plus, parce que tu comprends, l'économie US est forte, l'Europe va repartir une fois que la guerre sera finie, et qu'il suffit que la Chine redémarre un jour pour mettre tout le monde d'accord. En résumé, nous sommes au milieu de nulle part, mais très haut en termes d'altitude, et personne ne sait quoi faire, voire personne n'ose rien faire. En plus, nous sommes dans cette fameuse semaine un peu creuse et un peu vide. Une semaine qui se trouve entre la fin de la saison des résultats et le début d'une nouvelle vague de chiffres macro. Une semaine où la plupart des boîtes qui publient n'intéressent
plus vraiment les gens, pas vraiment de chiffres économiques représentatifs, sans compter que depuis l'ère Trump 2.0, tout le monde se fout de la macro, on l'a vu encore sur les chiffres de l'inflation la semaine dernière, parce qu'on sait qu'il va multiplier les pains et marcher sur l'eau, et redémarrer l'économie sans faire monter l'inflation, blablabla, on connaît l'histoire. Et du coup, les arguments bateaux pour acheter ou pour vendre, ne font plus kiffer personne. Non, j'aurais tendance à dire que c'est trop calme, et que j'aime pas trop beaucoup ça, et que je préfère quand c'est un peu trop plus, moins calme. Bref, tout ça pour vous dire qu'hier, les marchés US ont fini au plus haut de tous les temps, pas de beaucoup, et l'Europe s'est pris une volée de bois vert sans que les experts soient vraiment d'accord sur la raison. On parle de tension avec la problématique ukrainienne, ce qui veut strictement rien dire, mais en même temps, ça nous avait fait monter la veille à cause des investissements dans l'armement. On nous parle de tension sur les taux aussi, alors que généralement, les marchés actions européens se foutent pas mal des mouvements sur le Bund ou sur l'OAT. Pour vous dire, j'ai regardé un petit peu dans mes archives, la dernière fois que j'ai parlé du Bund et de l'OAT dans une de mes chroniques, c'était même pas dans une vidéo YouTube, c'est une chronique qui datait des années 2011-2010, pendant la crise grecque, au début de la décennie précédente quand même. Du coup, la France a perdu 1,7%, le DAX reculait de 1,8%, et Bayrou est toujours Premier ministre. Alors hier, peut-être que les marchés européens se sont dégonflés parce que c'est monté trop vite, trop fort, et que tout d'un coup, on se rend compte qu'on a de la peine à justifier la hausse pour toutes ces raisons que je viens de vous citer. Soudainement, faire du trading dans cet environnement, ça devient un peu plus compliqué que d'habitude, et qu'il est peut-être plus simple de réduire les positions gagnantes en ce moment, et de revenir la semaine prochaine quand on y verra un peu plus clair, quand Nvidia aura publié ses chiffres, et que l'on pourra reparler enfin d'intelligence artificielle. Oui, parce que, soyons réalistes, le seul truc qui nous a vraiment excités ces derniers mois, c'est quand même l'intelligence artificielle, et pas les états d'âme de Trump, le prénom du 13e enfant de Musk, et encore moins le boycott de Tesla mis en place par tous les nouveaux haters d'Elon Musk, justement. Oui, encore lui. On a besoin de retrouver un peu d'excitation, et cette semaine, l'avant-dernière de février, est très chiant. Il n'y a pas d'autre mot, surtout si on comprend rien à la thématique de la guerre en Ukraine, ou si les droits de douane ne nous intéressent pas. Ou plus. D'ailleurs, ce matin, en Asie, les marchés sont dans le rouge. Le Japon perd 1,3%, Hong Kong est en baisse de 1,10%, et la Chine ne fait rien. Et ce qu'il y a de bien, quand vous regardez un peu ce qui se passe ce matin en Asie, c'est que chaque marché a une bonne raison de faire ce qu'il fait, indépendamment de l'autre. Si vous cherchez la raison du pourquoi, du comment le Japon est en baisse, c'est parce que, je cite, les intervenants sont inquiets du niveau un peu trop élevé des taux d'intérêt aux États-Unis, ainsi que les problématiques de tarifs douaniers qui pourraient avoir des conséquences sur les exportatrices japonaises. C'est marrant quand même, comme les taux n'ont pas changé depuis 2 mois aux États-Unis, mais que ce matin, là, juste ce matin spécifiquement, ça devient un problème pour le Japon. Peut-être que ça à cause des minutes du FOMC meeting publié hier soir, mais on y revient dans 30 secondes. Restez là, on y revient tout de suite. Autrement, la baisse de Hong Kong, de ce côté-là, c'est à mettre sur le dos de, je cite, l'intérêt faiblissant au sujet de l'intelligence artificielle. Oui, pour faire simple, depuis 3 jours, toute la thématique de l'IA était en hausse en Chine et à Hong Kong, suite à des recommandations américaines. Salutations amicales à Goldman Sachs sur le secteur. Et là, on a fait son beurre, on a bien fait tirer des titres de l'IA chinois, et on plie bagage, on prend les profits. Très très original comme stratégie long terme sur 3 jours. Alors, puisqu'il n'y a rien à dire, du coup, parlons un peu des minutes du FOMC meeting. C'est pas qu'il y a beaucoup plus à dire, mais on va en parler quand même. Hier soir, la Fed a donc publié le rapport écrit de ce qui s'est dit lors du dernier FOMC meeting de fin janvier. Elle a fait part de ses inquiétudes relatives aux tensions commerciales et aux tarifs douaniers. Mais bon, faut pas non plus s'exciter sur les mots, parce que le texte a été rédigé le 29 janvier. Et qu'en ce temps-là, Trump venait à peine d'arriver. Il venait tout juste d'avoir les codes de la Maison-Blanche. Donc du coup, faut pas non plus trop s'exciter. Néanmoins, les membres de la Fed estiment que les changements de politique pourraient, éventuellement peut-être, avoir des conséquences sur l'inflation, mais c'est même pas sûr, et sur l'économie en général, encore moins sûr ici non plus. Ainsi que bien sûr, sur le marché du travail, on ne sait jamais, autant rajouter une ligne. Ils ont aussi constaté que l'eau ça mouille, que le feu ça brûle. Ils ont aussi constaté que l'eau ça mouille, que le feu ça brûle, et que si tu mets la main dans la cheminée pour aller récupérer une bûche incandescente, ça risque de faire bobo à l'intérieur de la main. En résumé, les minutes sont un condensé de ce qu'on sait déjà, de ce que Powell a déjà raconté au Congrès la semaine dernière, et de ce que les potes de Powell ont déjà exprimé dans la presse, à la télé, à la radio, sur Internet, sur TikTok depuis une semaine. Une seule chose qui est absolument certaine dans tout ça, c'est pas avec cette publication que la probabilité d'une baisse des taux avant le mois de juillet va augmenter. L'inflation est donc
donc un problème et Powell aimerait bien qu'elle redescende. Sans blague. Mais il sait plus comment faire vu qu'il peut plus monter les taux et que les Américains continuent de dépenser un max dans les services. Et les services, c'est la seule division de l'économie ou la seule division de l'inflation où la Fed ne peut pas agir. Parce que oui, forcément, les gens ne prennent pas des crédits pour aller se faire masser ou aller au restaurant. Mais honnêtement, on s'en fout des minutes et de l'inflation et de l'état mental de Powell. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'intelligence artificielle qui monte et des indices qui battent des records. Côté nouvelle du jour, aujourd'hui, c'est Waterloo, morne pleine. On a déjà abordé quasiment tous les sujets, des grosses nouvelles de la journée, c'est vous dire s'il n'y a pas grand chose à dire. Alors donc, je vais prendre quelques instants pour vous parler un tout petit peu des Magnificent Seven. Alors, ces 2 dernières années, ça a été quand même super difficile d'échapper à la thématique des Magnificent Seven. On est bien d'accord. Ces énormes valeurs technologiques qui ont alimenté le récent cycle haussier au point de représenter aujourd'hui près de 1/3 de l'indice S&P 500. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Meta et Nvidia, qui ont tenu le monde entier en haleine depuis des mois et des années, semblent se trouver dans une espèce de zone un peu creuse. Depuis le début de l'année, le groupe des Magnificent Seven, si vous prenez l'ETF qui les représente là, eh bien, il est en hausse de 1,3%. Bah, c'est pas terrible, hein, surtout quand on sait que le DAX est en hausse de 13,5% sur la même période. Et même le secteur des compagnies aériennes aux États-Unis fait mieux que les Magnificent Seven. Pourtant, vu ce qui s'est passé au niveau aéronautique depuis le début de l'année, on peut pas dire que les histoires de crash aériens ont aidé le secteur à raconter des belles histoires. Pourtant, ils font quand même mieux que les Magnificent Seven. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le S&P 500 est en hausse de 4,46% depuis le 1er janvier. Ce qui veut donc dire qu'à l'heure actuelle, les marchés montent, même sans les Magnificent Seven, qui avaient été le moteur de ces dernières années. La résilience du marché, pour le moment, est tout bonnement incroyable. Les investisseurs refusent carrément de baisser les bras, même s'il y a une montée du sentiment négatif et une inquiétude concernant les tarifs douaniers, les valorisations, l'inflation. Au contraire, selon les dernières statistiques, sur les 500 membres du S&P 500, 319 sont en hausse depuis le début de l'année et 300 sur les 319 font mieux que la performance des Magnificent Seven cumulés. C'est impressionnant, hein. On espère simplement qu'un de ces jours, les intervenants ne vont pas avoir l'idée de vendre les 7 Magnificent Seven qui pèsent encore quand même 30% du S&P 500 à eux 7. Donc ce genre de scénario, le risque d'une réalisation de ce scénario semble quand même peu probable à court terme parce qu'il n'y en a que 6 sur 7 qui ont déjà publié leurs résultats et il y aura encore Nvidia la semaine prochaine. Et puis hier par exemple, Apple a annoncé son nouvel iPhone SE alors qui n'a virtuellement intéressé personne. Le titre il a pris 0,2% sur l'annonce. Alors vous me direz que ça vous fait une belle jambe, mais il faut simplement comprendre que lorsque Apple sort un nouveau produit et que le titre bouge de 0,2%, c'est que le désintérêt est total, d'où le niveau intersidéral de désintéressement au marché qui pourrait bien durer jusqu'au 26 février. Et si vous ne savez pas ce qui se passe le 26 février, c'est que le niveau de désintéressement intersidéral est peut-être même bien plus fort qu'intersidéral. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français parce qu'il y aura un jour où il y aura de nouveau des trucs intéressants qui vont revenir. Likez cette vidéo, partagez-la, commentez et revenez me voir demain pour un nouveau Morning Bull Live en espérant qu'il se passe un miracle et que ça devienne passionnant. Bonne journée à tous, bye bye.